Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un publi-postage à l'aide de différents logiciels. Cette vidéo va se subdiviser en trois parties. Dans la première partie, nous allons aborder la question de la base de données. Dans la deuxième partie, nous verrons comment réaliser le publi-postage à proprement parler. Et dans la troisième partie, nous verrons comment suivre l'efficacité de ce publi-postage. Alors pour commencer, nous allons voir ensemble quelles compétences nous allons pouvoir couvrir avec ce travail. Donc en reprenant votre fiche de compétences en GIT, nous verrons dans cette vidéo comment répondre à la compétence C30, produire de l'information utile à la décision, en réalisant les activités suivantes, appliquer des critères de sélection des données et utiliser un logiciel de traitement de l'information adapté. Nous allons répondre également à la C31, diffuser des messages adaptés au public cible, donc en élaborant des messages adaptés aux différentes cibles et à minima en suivant la diffusion de l'information. Et enfin, la compétence C32, archiver l'information en sélectionnant la documentation à conserver sous une forme adaptée. Pour réaliser ce travail, nous allons utiliser 5 plateformes différentes. La première sera Excel. Ensuite, nous utiliserons Pixabay. Nous verrons qu'on peut utiliser Google pour rechercher de l'information. Canva éventuellement pour réaliser une bannière pour notre publi-postage. Et enfin Sendinblue pour réaliser le publi-postage à proprement parler. Alors, avant de commencer, on va s'entendre sur ce qu'est un publi-postage. Donc un publi-postage, c'est un mail qui est envoyé par lot à différentes personnes dont l'esthétique est identique pour tous les mails, mais le contenu va évoluer en fonction d'informations que l'on va trouver dans une base de données pour personnaliser cet envoi. En l'occurrence, nous allons personnaliser les champs de nom et prénom. En quelque sorte, ça va nous permettre d'avoir un seul mail à réaliser, mais qui va être personnalisé à tous nos destinataires. Donc pour commencer, nous allons avoir besoin d'une base de données. Une base de données, c'est quoi? Eh bien c'est ça, tout simplement ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire c'est un fichier, généralement réalisé sur Excel, qui contient à la fois des entrées sur des lignes horizontales et des informations sur les colonnes verticales. Ici, nous avons une base de données fictive. Évidemment, les informations qui sont dedans sont fausses. D'ailleurs, le contexte de notre réalisation est évidemment fictif. On va partir du principe que l'on est alternant dans un office de tourisme et que cet office de tourisme nous demande d'envoyer un email à tous les partenaires de l'office. Je précise, avant de commencer le travail concret, qu'il vous faudra réaliser des captures d'écran de votre travail pour agrémenter votre dossier que vous allez présenter à l'oral. Donc n'hésitez pas, lorsque vous faites des actions, de faire des captures d'écran. Je vous conseille, d'ailleurs, de regarder une première fois la vidéo d'un seul trait, et ensuite de commencer le travail en mettant la vidéo en arrière-plan et en vous faisant des pauses au moment où vous voulez réaliser les actions. Alors, ici donc j'ai ma base de données qui contient très exactement 10 entrées. Je vous conseille d'avoir une base de données un peu plus fournie, mais pour l'exemple, ça nous suffira. Donc revenons à notre contexte fictif. On me demande d'envoyer donc un mail à mes partenaires et on va préciser que ces emails, on veut les envoyer seulement à nos partenaires basés à Avignon. Donc vous voyez qu'ici j'ai une colonne ville et chaque entrée dispose de la ville où est située cette personne. Donc la première des manipulations que je vais faire, c'est de rendre visibles seulement les personnes domiciliées à Avignon. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Je vais me mettre sur ma colonne A1, sur ma cellule A1, pardon, et je vais venir cliquer ici en haut à droite sur trier et filtrer. Je vais appuyer sur filtrer, et je vois que désormais, à côté de chacune de mes cellules qui contiennent l'intitulé des informations, j'ai un petit pictogramme qui s'affiche. Donc je vais me rendre sur ma cellule qui contient les informations, sur ma colonne qui contient les informations de ville.
je vais venir cliquer sur ce pictogramme et je vais désélectionner le fait de rendre visibles les personnes habitant à Marseille. Je clique sur OK et je vois que désormais, ma base de données ne rend visible que les personnes habitant à Avignon. Alors attention, ça n'a pas supprimé les autres, simplement ça les cache. Le souci, c'est que si je devais exporter ma base de données seulement comme ça, la base de données contiendrait ces informations. Alors je vais faire une première manipulation qui va consister à créer un nouveau fichier Excel dans lequel je vais coller les colonnes visibles. Donc la première des choses que je vais faire, c'est sélectionner, en restant la souris, le clic gauche maintenu, sélectionner toutes les cellules qui m'intéressent, à savoir celle-là, cliquer sur CTRL-C, fichier, nouveau, nouveau classeur, et là je viens faire CTRL-V pour coller les colonnes qui m'intéressent. Donc là par contre, dans cette base de données là, je n'ai que les personnes habitant à Avignon. C'est-à-dire que les autres ont disparu, elles ne sont pas cachées. Je vais un petit peu rendre visibles les informations, voilà. Maintenant, dans mon contexte, je ne vais pas avoir besoin de toutes les cellules. Par exemple, je ne vais pas avoir besoin des cellules latitude, longitude, donc je peux les sélectionner et les supprimer. Je ne vais pas avoir besoin des informations du mobile des personnes. Le code postal, je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà la ville. D'ailleurs, pour mon envoi, je n'ai pas besoin des informations de la ville, elles m'ont juste servi pour le tri. Leur date de naissance et adresse non plus. Et je vais seulement donc garder nom, prénom, sexe et email. Je vais voir que la colonne sexe va me servir plus tard pour personnaliser un peu plus mon public postage. Donc ici, je viens sélectionner ma colonne email. J'appuie cette fois-ci sur CTRL X pour couper. Et je viens me mettre ici sur D1 et faire CTRL V pour coller. Comme ça, ça va faire une mise en page un peu plus simple plutôt que d'avoir une colonne tout au fond toute seule. Donc, voici les informations dont je vais avoir besoin. L'email va servir évidemment pour l'envoi de cette campagne. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'ici, les noms sont écrits seulement en capital. Or, il n'y a que dans les documents officiels qu'on écrit le nom de la personne en capital. Dans un document un peu plus personnel et moins administratif, on va préférer mettre une majuscule et le reste en minuscule. Alors, je pourrais les retaper un par un, mais je vais utiliser Excel, pour créer une formule qui va me permettre de transformer automatiquement les noms des personnes de capital à majuscule plus minuscule. Alors, pour ce faire, je vais me mettre sur, ici, la cellule E2. Et je vais entrer donc une ligne de code. Le fait d'entrer cette ligne de code va peut-être me permettre, le jour de l'oral, de montrer à l'examinateur que j'ai atteint le niveau expert sur Excel. Et du coup, gagner quelques points. Donc, la formule est très simple. On va d'abord appuyer sur égal. Égal va permettre à Excel de comprendre que ce qui va suivre n'est pas simplement du texte, mais une formule de code. Et ensuite, je vais taper nom, et je vois qu'il est affiché nom propre. Je vais cliquer dessus. Et maintenant, je vais donner la référence à cette formule. Et la référence va être la cellule A2, c'est-à-dire le nom de la personne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je vois que maintenant, au lieu d'avoir seulement des capitales, j'ai une majuscule et des minuscules. Maintenant, je vais le faire pour les autres colonnes. Je vais donc sélectionner ma première colonne ma première cellule qui a déjà été faite, appuyer sur CTRL-C et venir ici sélectionner toutes les cellules vides en dessous et cliquer sur CTRL-V. Et je vois que de manière automatique, ça a changé tous les noms des personnes en appliquant la formule qui a été tapée seulement dans la cellule E2. Maintenant, je pourrais me dire, je vais supprimer cette colonne puisqu'elle ne me sert plus à rien. Or, le problème, comme vous le voyez en cliquant sur une cellule,
c'est que vous n'avez pas directement écrit le nom, vous avez écrit une formule. Donc je vais devoir absolument laisser ma référence. Si je viens ici, par exemple, supprimer celle-là, eh bien le nom ici disparaît. Maintenant, chemin inverse. Donc j'ai une colonne sexe, avec écrit Madame, Monsieur, et je vois que j'ai une majuscule. Or, le problème qui se passe, c'est que le fait d'écrire la civilité avec une majuscule se fait seulement lorsqu'il n'y a pas le nom qui suit. Or là, il y aura le nom qui va suivre. Donc dans ce cas-là, ça va s'écrire en minuscule. Je vais donc me mettre sur ma cellule F2, appuyer sur Entrée, et venir taper ici minuscule. Je viens également donc sélectionner ma cellule de référence. Je ferme la parenthèse, pardon, et j'appuie sur Entrée. Et là, pareil, ça a été transformé automatiquement. Je refais la même opération où je viens copier cette cellule, je sélectionne toutes les autres cellules vides et je colle. Maintenant, ma base de données propose une manière d'écrire qui est plus conforme à l'envoi d'un public postage, on va dire marketing et promotionnel et non plus administratif et sérieux. Alors, ce que je vais faire maintenant pour ne pas laisser les intitulés vides, puisque vous verrez plus tard que Sendinblue va avoir besoin de ces informations d'intitulé, je viens bêtement écrire ici nom propre et ici je vais écrire civilité. Voilà, ma base de données est prête pour être utilisée sur Sendinblue. Je vais donc l'enregistrer. Sendinblue me propose deux manières de fonctionner. Soit je vais pouvoir copier dans Sendinblue directement ma base de données en faisant un copier-coller bête et méchant, mais pour valider ma compétence d'archivage de l'information sous la forme appropriée, je vais venir ici cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et je vais, alors pourquoi pas utiliser l'acronyme BDD final, et plutôt que d'utiliser un type de fichier classeur Excel, je vais venir ici défiler et sélectionner CSV. Le CSV, c'est le format approprié pour les bases de données. Donc je viens ici sélectionner CSV séparateur point virgule. Je clique sur Enregistrer. Je vais avoir deux messages d'alerte. Je clique sur OK, il n'y a pas de problème. Ici, je clique sur Oui. Je vais fermer mon fichier sans l'enregistrer puisque je viens de le faire. Hop. Et je viens ouvrir ma base de données pour vérifier qu'effectivement, il n'y a plus que des informations. Vous voyez que le fond de cellule rouge a disparu. Et donc maintenant, ma base de données est conforme à ce que va attendre Sendinblue. Donc deuxième partie de cette vidéo qui va directement concerner la réalisation du public postage sur Sendinblue. Alors au préalable, évidemment, si vous faites la chose en deux fois, c'est de bien vérifier votre fichier, que tout aille bien. Également, alors j'ai téléchargé en amont des images sur Pixabay, des images que je vais pouvoir rajouter dans mon public postage. Alors prenez garde de télécharger des images qui ne soient pas très lourdes. Vous voyez par exemple elle pèse 103 kg et elle pèse 424 kg. On va dire qu'au-dessus de 1 méga, ça commence à être un peu lourd, donc on va essayer de trouver voilà, des images qui sont de qualité un peu moindre. Donc nous voilà sur Sendinblue, il suffit de taper sendinblue.com sur votre barre d'adresse. Une fois sur le site, vous allez devoir vous inscrire, c'est assez simple, vous pouvez même vous inscrire avec votre compte Google si vous en avez un. Moi je suis déjà inscrit, donc je vais cliquer sur Connexion et je vais cliquer sur Se connecter avec Google. Je suis donc ici sur l'accueil de mon tableau de bord, à partir duquel je vais pouvoir réaliser mon public postage et en premier où je vais pouvoir uploader ma base de données. Donc pour commencer, je vais cliquer ici sur Contact et je vais importer mes contacts depuis ma base de données.
Donc je viens ici cliquer sur importer des contacts. Et vous voyez qu'il m'offre deux choix dont je vous parlais plus tôt. Le premier, soit télécharger un fichier de type base de données, soit directement copier-coller les données depuis un tableur que Sendinblue va me proposer. Moi j'ai fait mon fichier, donc je vais plutôt le télécharger. Et je vais simplement venir ici dans mon dossier, sélectionner ma base de données finale, je prends bien garde à sélectionner le bon fichier, et je viens simplement le glisser ici. Vous verrez que sur Sendinblue, tout se fait par glissement des fichiers. Donc là, je vois mes champs. Évidemment, j'ai des champs vides qui étaient donc à l'origine de ma base de données, mais qui ne vont pas me servir. Je vérifie quand même que les intitulés des colonnes, que les informations à l'intérieur sont conformes. Ne vous inquiétez pas s'il y a une faute de frappe, un caractère qui n'a rien à faire, notamment dans la base, dans la colonne des emails. Sendinblue vous le signalera. Par exemple, je ne sais pas, vous avez mis une virgule à la place d'un point. Sendinblue vous dira attention, quelque chose n'est pas conforme. Donc une fois que mon fichier a été téléchargé, je viens confirmer mon fichier. Et je vérifie le mapping. Alors le mapping c'est quoi? C'est simplement de vérifier que les informations dans les intitulés sont bien celles que je retrouve dans les colonnes. Et que par exemple je ne retrouve pas la civilité dans la colonne prénom. Donc là je regarde un petit peu, je vois que mes emails sont bons, mes noms propres aussi, ma civilité aussi, mon prénom aussi. À partir de là tout est bon, je peux continuer. Alors je pourrais ici, non je peux même pas le supprimer, simplement il me propose de ne pas l'importer, donc effectivement il comprend que ces champs sont vides, donc j'en reste là. Je confirme le mapping, et ici je viens soit sélectionner une liste existante, soit créer une nouvelle liste. Donc là je vais l'appeler partenaire OT. Je confirme ma liste. Je viens ici bien lire tous les champs. Alors, ici, vous avez un champ qui concerne les règles de RGPD. Évidemment, nous sommes dans un contexte fictif, donc on va imaginer que tout est conforme à la RGPD, mais si je suis dans un contexte réel, évidemment, je fais en sorte de bien respecter ce champ qui me demande de certifier que les contacts que j'ai importés sont d'accord pour être dans cette base de données, n'ont pas été récupérés ou achetés via un tiers. Ici, je le certifie. Je confirme mon import. J'ai mes contacts, tout est OK, je peux maintenant commencer à créer mon email. Alors pour créer mon email, je viens ici cliquer dans campagne. Vous voyez qu'ici, j'en avais déjà créé 2. Avec la version gratuite de Sendinblue, je vais pouvoir en créer 3. Donc je viens créer ma campagne. Je lui donne un nom. Et maintenant, je vais devoir enregistrer des informations qui concernent l'envoi, qui est l'expéditeur, qui est le destinataire, etc. Donc qui envoie cette campagne de mail, je vais simplement choisir mon contact. Vous voyez qu'ici en plus à côté j'ai une simulation de comment va rendre mon mail sur un smartphone. Donc je rentre les informations, une fois qu'elles sont rentrées, j'enregistre. Théoriquement, il présélectionne votre adresse. M'excuserez, ma connexion est un peu lente. J'ajoute mes destinataires. Donc là, je viens choisir la liste que j'ai créée en amont. Donc ici, c'est partenaire OT. J'ai bien 5 destinataires. Sendinblue me propose 300 destinataires maximum avec la version gratuite. Donc on peut imaginer que là, la manipulation que je vais faire pour 5 personnes est faisable en une fois pour 300 personnes. Donc imaginez le gain de temps. J'enregistre. Je vais ajouter un objet. Alors attention, dans cette vidéo, je montre la partie technique. Je ne montre pas la partie rédaction du contenu. Ça, je vous laisse à vos propres cours pour le faire. Donc, en objet, je vais mettre objet et j'enregistre.
Et maintenant, je vais pouvoir concevoir mon mail à proprement parler. Donc je viens cliquer sur concevoir l'email. Donc ici, il me laisse le choix. Alors entre nouvel éditeur et éditeur classique, je vais rester avec nouvel éditeur. Et il me propose des templates. Des templates, c'est quoi? C'est simplement une ergonomie qui est préfabriquée, dans laquelle je vais pouvoir simplement entrer mes propres informations. Alors évidemment, dans la version gratuite, les templates sont très limités. Vous voyez qu'en fait, j'en ai 4 de préfabriqués, sinon je vais créer le mien. Donc là, je vais en choisir un, vous pourrez évidemment le créer, et on va voir qu'en plus de ça, celui qui est proposé, on va pouvoir un petit peu l'améliorer. Donc ici, voilà à quoi ressemblerait le corps de mon email. Ici, sur la gauche, j'ai tous les outils que je vais pouvoir rajouter dans mon corps de mail. Et en fait, tout va se passer très simplement. Sendinblue repose sur un système drag and drop. Donc simplement, je sélectionne un outil, par exemple là, une colonne simple avec une image et un texte en dessous, et je viens la glisser à l'endroit qui m'intéresse. Et vous voyez qu'ici, j'ai cette nouvelle colonne qui est venue s'ajouter. Donc je peux la supprimer, non pas avec mon clavier, mais en cliquant. Alors vous m'excuserez, je retrouve plus l'endroit pour le supprimer. Ah, c'est ici, voilà. Vous voyez, il y a une petite corbeille avec marqué supprimer le bloc. Je peux venir ici supprimer le bloc entier. Pareil ici, si par exemple je ne veux pas ajouter de logo, je viens supprimer mon bloc. Donc j'ai ici un onglet contenu, j'ai un onglet mon contenu et j'ai un onglet design. Dans cet onglet design, je vais pouvoir paramétrer des choses qui vont être globales pour tout mon corps. Par exemple, la couleur d'arrière-plan. Vous voyez que je peux venir modifier la couleur d'arrière-plan de mon public postage. Je peux même ajouter une image. Je peux ajouter une image à partir d'un lien. La couleur de corps. Donc, on va elle aussi, pourquoi pas, la modifier. Le choix des couleurs laisse à désirer, mais c'est simplement pour l'exemple. L'apparence du texte, donc les polices, la taille des polices, la couleur de texte, est-ce qu'ils sont en gras, en italique, etc. Les liens également, vous voyez qu'ici le lien est en bleu, donc là, si je change, le lien change également de couleur. Les boutons, pareil, les boutons sont ici, donc là je vais illustrer simplement en changeant la couleur. Et les espacements, donc là, je peux ajouter ou non une marge intérieure. Visiblement, hop. Vous voyez, mon texte se décale. Voilà. Donc je vais pouvoir modifier un petit peu l'intégralité du corps de mon email. Mais à partir des blocs en eux-mêmes, par exemple là, le bloc titre, je vais pouvoir également créer des personnalisations. Par exemple, là, voilà, je pourrais mettre un fond de couleur en bleu, etc., etc. Cette manipulation va être faisable sur l'intégralité du contenu. Je vais simplement vous montrer également comment on rajoute des images. Donc là, vous voyez que j'ai une image fournie par Sendinblue. Moi, je veux la mienne. Donc je viens ici cliquer sur remplacer. Je vais supprimer celle-là pour vous remontrer la manipulation. Hop, hop. Voilà. Maintenant, j'ai donc on va dire entre guillemets, ma médiathèque qui est vide. Et je vais simplement venir, pareil, glisser. Hop. Glisser mes deux images dans la médiathèque. Alors non, effectivement, là, il ne faut pas glisser. Le drag and drop a ses limites. Alors j'espère que ça va pas mettre trop longtemps, sinon j'arrêterai, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est à peu près correct. Donc ce sont évidemment des images libres de droit téléchargées sur Pixabay. Là aussi, faites bien attention de soit mettre vos images, soit mettre des images libres de droit, donc soit via Google Images avec la fonction licence Creative Commons, soit sur un site dédié du type Pixabay. J'en profite également, petite parenthèse, n'oubliez pas de faire des captures d'écran. Par exemple,
Ici, vous pourriez très bien faire une capture d'écran où l'on voit le téléversement cette capture d'écran serait montrée au moment où vous expliquez que ben voilà, vous avez uploadé sur votre base de données Sendinblue des images pour illustrer votre, votre publipostage. Donc là, maintenant que mes images sont uploadées, je peux venir les sélectionner. Donc je la sélectionne et je clique sur Insérer. Et là, je vois que donc l'image fournie par Sendinblue est remplacée par la mienne. Je passe donc tous les éléments, mais ils sont assez intuitifs. Vous pouvez ajouter des titres, des boutons, du texte, des icônes des réseaux sociaux. Très important également pour le suivi et on va dire l'aura de votre publipostage. Un pied de page, de la navigation, un lien de paiement si éventuellement c'est une offre promotionnelle. Voyez également qu'ici il y a la notion de se désinscrire. Alors je vous invite à le traduire évidemment parce que là tout est en anglais. Mais c'est important puisque ça fait partie là aussi du champ du RGPD, puisque une personne a tout à fait le droit de se désinscrire d'une base de données. Alors, une fois que mon corps de mail est prêt, c'est maintenant que je vais ajouter des personnalisations. Alors, une personnalisation, c'est quoi? On a vu que depuis notre base de données, on avait donc créé des colonnes et des entrées dans lesquelles il y a donc des informations. Moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir donc à retaper à chaque fois les informations que je vois dans ma base de données. Donc, par exemple, on va écrire une phrase là pour l'exemple où je vais écrire bonjour. Donc là, c'est un texte qui sera commun pour tous. Et maintenant, je vais ajouter des champs de personnalisation et chaque destinataire aura donc le reste du contenu texte de cette ligne personnalisé. Donc ici, vous avez un petit pictogramme avec marqué ajouter une personnalisation. Je clique dessus et on me demande ici quelle valeur je veux ajouter, quel attribut je veux ajouter. Donc si je déroule, je vois que j'ai beaucoup de possibilités. Alors je pense qu'il y a eu un petit bug dans l'upload de ma base de données, puisque je ne vois pas notamment la civilité. Donc je me permets une petite pause dans ma vidéo et je reviens vers vous dans une seconde. Voilà, donc effectivement, il y a eu un problème d'import sur la colonne qui concerne la civilité que je n'avais pas vue. Donc maintenant, tout est rétabli. Donc j'ajoute ma personnalisation. Je vois que maintenant, bah, l'intitulé civilité est réapparu, donc c'est très bien. Et on me demande ici quel attribut je souhaite insérer. Donc l'attribut que je vais insérer, c'est d'abord le nom. Et je vais venir cliquer ici dans Avancer. Et on va ajouter des conditions. Alors une condition, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va venir dire à Sendinblue que si la personne est un homme, on va écrire monsieur, et si la personne est une dame, on va écrire madame. Donc, ça fonctionne ce qu'on appelle if et else. Donc ici, je vais devoir ajouter deux cas, le cas femme et le cas homme. Donc pour le moment, je vais m'occuper du premier. Donc si une des conditions suivantes, à savoir civilité, contient madame, j'insère madame. C'est un peu répétitif, vous me l'accorderez. Et on va ajouter donc un deuxième cas. Si civilité contient... Alors, attention, petite parenthèse, il faut bien écrire les champs comme ils sont écrits dans votre base de données. C'est-à-dire que là, il y a un M minuscule, je ne viens pas mettre un M majuscule, sinon il ne va pas comprendre. Et donc là, si civilité contient monsieur, alors insérer monsieur. Sinon, donc else, je peux lui proposer d'insérer bêtement madame, monsieur. C'est-à-dire que si par exemple une de mes colonnes est vide, eh bien plutôt que de ne rien mettre, il vient mettre madame, monsieur. J'insère.
Donc là, je viens ajouter maintenant. Alors j'ai fait une erreur, c'est que je vous ai dit d'ajouter d'abord la simple puis l'avancée, mais en fait c'est l'inverse. Et donc maintenant je viens ajouter bêtement le nom propre. Et ensuite je viens ajouter le prénom. Donc là, je devrais avoir normalement écrit pour la première ligne « Bonjour Madame Pruvot, Cindy ». Si je voulais être encore un peu plus personnel, en tout cas dans ma démarche, j'inverserai prénom et nom. Donc, hop, on va inverser. Alors non, j'ai fait une erreur, c'est pas nom, c'est nom propre. Prénom inséré. Ici, je change à nouveau pour nom propre. Et j'insère. Donc là, j'aurai « Bonjour Madame Cindy Pruvot ». Et je peux ajouter tout un tas de champs personnalisés. Je n'ai pas de limite. Donc ici, on va considérer que le texte principal de mon public postage est prêt. Je ne vais pas plus loin. Simplement, je souhaite vous interpeller pour la troisième partie de la vidéo de bien mettre des boutons Call to Action. Alors, ce bouton Call to Action, c'est quoi? C'est en quelque sorte vous envoyer quelque chose que vous voulez promouvoir, soit à travers la vente, soit à travers une participation. Enfin, vous voulez que la personne qui reçoit le mail aille quelque part un peu plus loin. Donc, on pourrait très bien imaginer ajouter un bouton qui pointerait vers votre site. Donc, je vais pouvoir ici changer le texte et je vais mettre « Visiter le site ». Ce bouton Call to Action, grâce à ce petit pictogramme, je peux venir lui ajouter un lien. Donc là, dans lien absolu, je pourrais venir ajouter l'adresse de mon site. Ce qui ferait qu'une fois que la personne a cliqué, elle serait automatiquement redirigée vers mon site. L'intérêt qu'a ce bouton, en plus de le faire rejoindre, c'est qu'il va vous permettre, ce qu'on va voir dans la troisième partie, de mesurer l'efficacité de votre public postage à travers donc ce bouton Call to Action. Donc n'en mettez pas trop, mais en mettre 2 ou 3, par exemple ici on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait 2 offres, d'ailleurs pourquoi pas rajouter du texte, hop, sous mes images, et en dessous de ce texte et de cette image, je viens rajouter à nouveau un bouton qui lui pointerait vers une page spécifique de l'offre. Donc là, vous voyez que avec toutes ces fonctionnalités, on peut atteindre déjà à peu près le niveau expert, si vous maîtrisez bien votre travail, et en plus de ça, créer un support de communication personnalisé et finalement assez intuitif. Donc une fois que mon mail est terminé, avant de l'envoyer, je vais profiter de la fonctionnalité de Sendinblue qui me permet de simuler un envoi et donc de voir si effectivement ces lignes de code ont bien fonctionné. Donc la manipulation est simple, je viens cliquer ici sur Action et je vais faire Aperçu. Donc ici j'ai l'aperçu de mon mail, vous voyez qu'il n'y a rien marqué, et que vu qu'il n'y a rien marqué, il y a marqué Madame Monsieur, puisqu'évidemment je lui avais demandé que si il n'y avait rien dans la colonne, alors il venait écrire Madame Monsieur. Donc là, je vais entrer le nom d'un de mes destinataires. Donc je me souviens que j'avais une Cindy. Je viens de sélectionner Cindy Pruvot. Et là, je constate qu'effectivement, il a bien écrit Bonjour Madame Cindy Pruvot. Et que donc, je n'ai pas à taper à nouveau, à chaque fois, les informations concernant la personne. Une fois que l'aperçu est validé, je peux soit envoyer un mail test, soit directement envoyer la campagne. Ici, donc, étant sur la version gratuite, je n'ai pas la possibilité de faire grand chose. Donc, on va pouvoir soit enregistrer et quitter, soit faire un aperçu et test, c'est ce qu'on vient de faire, soit programmer. Donc, je vais cliquer sur programmer. Et là, je vois que j'ai soit la possibilité d'envoyer dès maintenant, soit programmer mon envoi, soit, là aussi, avec la version payante de Sendinblue, suivre les conseils de Sendinblue pour savoir quel est le meilleur moment pour envoyer l'email. Donc,
ma campagne auprès de mes partenaires d'Avignon ayant été envoyée, les semaines ont passé et maintenant je voudrais savoir quelle a été l'efficacité de cette campagne. Alors, je vais simplement aller sur l'onglet campagne. Je n'ai pas envoyé celle-là, évidemment, parce que étant limité à 3, ben, je préfère en garder une que je peux modifier. Et donc, je vais me baser sur une campagne que j'ai fait l'an dernier. Alors, je préviens d'avance, cette campagne avait été envoyée qu'à une seule personne. Donc, pardon, c'est très facile d'avoir 100% des destinataires. Et vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton rapport. Je vais cliquer dessus. Et ici, j'arrive sur le rapport de ma campagne. Alors, vous avez une petite aide de Sendinblue, n'hésitez pas à la suivre, et je vais vous expliquer rapidement certaines des informations importantes qu'on peut retrouver sur ce tableau. Hop. Alors, ici je vois les informations qui concernent l'envoi, donc que cette mail a été envoyée par moi-même, qu'il y a eu un contact dans l'envoi, c'était moi-même, que c'était ma 4e campagne, etc. Et ensuite, on me propose des chiffres. Alors ces chiffres, on va les décrypter rapidement. Le premier, c'est le taux d'ouverture traçable, c'est-à-dire j'ai envoyé mon email à 100 personnes, 50 personnes l'ont ouverte, donc j'ai un taux d'ouverture de 50%. J'ai la possibilité d'avoir les informations sur le temps moyen entre la réception et l'ouverture d'email, le nombre de plaintes éventuelles, c'est-à-dire des gens qui considèrent votre mail comme du spam, en quelque sorte, le taux de réactivité, donc c'est le ratio entre les gens qui ont ouvert le mail et les gens qui ont cliqué sur vos boutons Call to Action. Donc là, c'est aussi important de mesurer ce taux. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, un taux d'ouverture de 90% et un taux de cliqueurs de 5%, c'est que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que votre mail intéresse, mais le contenu de votre mail n'a intéressé personne. J'ai la moyenne de temps d'ouverture et de clic, donc combien de temps les gens ont lu jusqu'au clic. Ici, j'ai le taux de clic, donc le nombre de clics uniques. C'est-à-dire que si j'ai 3 boutons et que la personne clique 3 fois, ben, j'ai 3 clics uniques. J'ai le total des clics, etc. etc. Et le total des conversions. Donc le total des conversions, ça je ne peux pas le tracer normalement puisque je n'ai pas Google Analytics, mais ça serait si j'ai sur la page de mon qui pointe sur enfin, d'où pointe mon mail, est-ce que les gens ont effectué un acte d'achat ou non. Ensuite, j'ai les contacts non traçables, j'ai le statut de l'envoi, et ici, j'ai d'autres informations qui sont tout de même assez importantes, et notamment ces deux-là, soft bounce et hard bounce. Donc le soft bounce, c'est quoi C'est un email qui n'a pas été livré en raison d'un problème technique temporaire. Donc là, on voit deux causes, le serveur de destinataire est indisponible ou sa boîte de réception est pleine. Et ici, j'ai le nombre de hardbounce, donc lui est un peu plus important. Donc c'est un mail qui n'a pas été délivré en raison d'un problème permanent. Le nom de domaine, donc l'adresse mail n'existe plus. J'ai fait une erreur dans l'adresse mail et le destinataire n'existe plus. Ou ce n'est pas notifié, mais par exemple, le destinataire me considère comme quelqu'un de... mon mail comme un mail malveillant sur une précédente campagne, et donc sur la nouvelle campagne, ben, il ne le reçoit plus. Donc voilà, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir suivre tout un tas d'informations concernant votre campagne. Évidemment, vous voyez que vous avez des fonctionnalités payantes, c'est normal. Là aussi, c'est une fonctionnalité payante, donc je peux voir la chronologie, mais bon, c'est pas forcément très intéressant et très pertinent. Mais on va surtout donc voir le sommaire.
n'hésitez pas à, pourquoi pas, avec Photoshop, réaliser une infographie du résultat. On peut imaginer que dans votre contexte fictif, cette infographie, vous allez la rendre à votre supérieur pour lui dire, ben voilà, la campagne a été efficace ou non, etc. Et ça vous permettra peut-être de rajouter un logiciel à votre euh, pardon, excusez-moi, le mot m'échappe, à votre travail sous forme de production. Ne vous trompez pas, ici l'onglet statistiques correspond aux statistiques globales de toutes vos campagnes. Vous voyez il y a un S. Voilà, donc on n'oublie pas de faire des captures d'écran, c'est important. On n'oublie pas de multiplier, si on peut, sans que ça fasse non plus trop, les plateformes que l'on va utiliser pour notre travail, puisque évidemment, ce qui est noté le jour de l'oral, c'est à la fois vos capacités sur les logiciels, mais également la quantité de logiciels que vous allez utiliser. On voit que là, on aurait pu se contenter d'utiliser simplement euh, Excel et Sendinblue, mais j'ai rajouté Pixabay pour les images libres de droit, j'ai rajouté Canva pour une bannière que je n'ai pas ajoutée, j'ai potentiellement ajouté Google pour rechercher les informations et notamment les emails avant une prise de contact, et pourquoi pas, donc comme je vous proposais à la fin, de rajouter Photoshop ou Illustrator pour réaliser une infographie qui viendra appuyer donc le résultat, l'analytique de ma campagne. Voilà, bon courage.